J'aurais aimé vous faire cette vidéo à l'extérieur, mais comme vous le constaterez, en ce 22 avril 2023 au Québec, les insectes et les fleurs ne sont pas au rendez-vous. Alors, passons à l'intérieur. For people that don't speak French, you can see it in English if you click in the upper right corner. S'éloigner pour s'approcher. C'est un peu contradictoire, mais c'est ainsi que sont faites les lois de l'optique. Comme je l'explique dans mon vidéo sur le tracé des rayons lumineux en macrophotographie, plus un objet s'approche à l'avant d'un objectif, plus son image s'éloigne à l'arrière de cet objectif. Prenons cet objectif. Lorsqu'il est réglé sur la mise au point infinie, cet objectif a une certaine longueur. Si j'ajuste la mise au point à sa distance minimale, on s'aperçoit qu'il s'allonge. Et au bout de la course, il s'est allongé de 18,5 mm vers l'avant. Autrement dit, l'objectif s'est éloigné de 18,5 mm du capteur pour faire sa mise au point à la distance minimale. Ce principe de mise au point par déplacement des lentilles vers l'avant s'applique à la plupart des objectifs. Par exemple, si on prend un 28 mm et qu'on fait la mise au point minimum, on réalise à ce moment-là que l'objectif s'est déplacé de 4,3 mm vers l'avant. C'est très peu. Sur un 50 mm, 1,4. De l'infini à la mise au point minimum, on constate qu'il y a un déplacement de 7,7 mm. Sur un 135 mm, celui que je viens de vous montrer, on a réalisé que de l'infini à la mise au point minimale, il y avait un déplacement de 18,5 mm. Et finalement, sur le 55 micronicore, qui lui a une bague hélicoïdale spéciale, on réalise que le déplacement entre l'infini et la mise au point minimum, qui nous donne un grossissement de 1,5x, le déplacement est de 27,5 mm. Par contre, il existe des objectifs modernes tels que le 105 micronicore, qui font la mise au point d'une façon différente. Si je tourne la bague à longe, la bague de mise au point de l'infini au minimum et à l'inverse du minimum à l'infini, on remarque que l'objectif ne change pas de longueur. Au lieu que toutes les lentilles de l'objectif se déplacent ensemble vers l'avant, la lentille avant ne bouge pas du tout et ce sont les lentilles intérieures qui changent de position l'une par rapport aux autres. Dans la mise au point interne, ce n'est pas l'espace entre le capteur et l'objectif qui change, mais c'est la valeur de la longueur focale de l'objectif qui diminue plus on s'approche du sujet. À l'infini, nous avons une longueur focale qui est de l'ordre de 105 mm, et lorsqu'on fait la mise au point au rapport 1 pour 1, celle-ci change pour une valeur d'environ 80 mm. Je ne connais pas la valeur exacte. Avant d'aller plus loin, faisons un rappel sur l'expression du grandissement G. G est égal à l'extension supplémentaire divisé par la longueur focale de l'objectif. De cette expression, on en déduit deux choses. 1. Si l'extension supplémentaire augmente, le grandissement augmente. Et si la longueur focale de l'objectif diminue, le grandissement augmente. Prenons des exemples. Si je désire obtenir un grandissement de 1 pour 1, c'est-à-dire grandeur nature, 1x, il me faudra pour les différentes focales que j'ai mentionnées tout à l'heure, des extensions différentes. Par exemple, pour le 28 mm, j'aurai besoin d'une extension supplémentaire de 28 mm. Pour le 50 mm, j'aurai besoin d'une extension supplémentaire de 50 mm. Pour le 55 micronicore, j'aurai besoin d'une extension supplémentaire de 55 mm, alors que pour le 135 mm, lui, j'aurai besoin d'une extension de 135 mm. On peut voir par cette équation ou par cet exemple que l'avantage semble être pour les courtes focales, car les courtes focales vont demander moins d'extension, donc moins de tubes à longe. Par contre, quand on utilise des courtes focales, le sujet à l'avant de l'objectif est situé très près de l'objectif, ce qui est un inconvénient si le sujet est effarouché, comme par exemple les insectes, ou si la lumière vient derrière nous et qu'on projette un ombre sur le sujet. Donc, il serait préférable à ce moment-là d'avoir des longues focales
pour ne pas effrayer les insectes et pour ne pas créer d'ombre sur ces sujets. Donc, pour faire de la macro, la longueur de l'extension sera un compromis entre la facilité du travail et les équipements qui nous sont disponibles. Lorsqu'on agrandit la taille de sujet sur le capteur en utilisant soit des bagues à longe ou un soufflet, l'image qui est projetée sur le capteur est de plus en plus grande. Plus la distance des bagues, plus le soufflet sera long, plus les bagues seront longues, plus l'image projetée sur le capteur sera agrandie et conséquemment l'intensité lumineuse sera plus faible. Il existe de belles formules pour calculer tout ça, sauf que ce n'est pas nécessaire. J'en parlerai pas. Les capteurs modernes aujourd'hui, les appareils photo modernes ont tous des posemètres intégrés qui mesurent très bien les pertes de lumière dues à l'agrandissement du tirage. Et conséquemment, il n'y a pas besoin d'appliquer des formules complexes. On fait simplement se fier au posemètre qui, lui, va compenser la perte de lumière. Il va le compenser de deux façons, soit en allongeant le temps de pause, soit en augmentant la valeur de l'ISO. Donc, un cas comme dans l'autre. Les posemètres intégrés compensent pour les pertes de lumière lorsqu'on fait de la macro avec des tubes à longe et des soufflets. En proxy photographie et en macrophotographie, la profondeur de champ est très faible. Quand ça vient le temps de faire la mise au point, on peut essayer de faire en tournant la bague de mise au point. Par contre, ça a un inconvénient. C'est que quand vous tournez la bague de mise au point, vous ajustez deux choses à la fois, c'est-à-dire vous ajustez la distance de mise au point, mais aussi en éloignant la lentille du capteur, vous modifiez le grandissement. Donc, si vous désirez un grandissement précis, donné, tourner la bague de mise au point n'est pas la solution. Ce qu'il faut faire à la place, c'est de déterminer son grandissement soit en ajustant la bague de mise au point, soit en ajoutant les bagues à longe dont on a besoin. Et une fois que cette mise au point est bien ajustée, il suffit simplement de prendre son sujet et simplement de vous déplacer d'en avant en arrière jusqu'à temps que le sujet soit bien net et bien clair dans votre viseur. C'est la façon la plus fiable de travailler pour faire une mise au point sur un sujet. Par contre, lorsqu'on est dans les très forts grossissements, il est difficile de contrôler aisément cette valeur, cette distance. Il est donc préférable, si on travaille avec un trépied, d'utiliser des chariots de mise au point. Donc, on appelle ça des rails de mise au point en anglais. On utilise des rails ou des chariots de mise au point qui, avec leur déplacement beaucoup plus fin, permettent d'obtenir de meilleurs ajustements. Maintenant, parlons un peu des équipements pour faire ce genre de photos, c'est-à-dire les tubes à longe et les soufflets. Pour commencer, on va aller avec les tubes à longe. Les tubes les plus simples sont des tubes qui sont formés de simples bagues. J'ai ici un exemple qu'on peut trouver sur le marché. Par contre, sur le marché, les bagues ne seront pas aussi grosses que celles-ci. Ils seront plutôt de la taille de bagues comme celle-ci. Ces tubes à longe sont simplement formés de une baïonnette mâle qu'on pourra fixer sur l'appareil photo, dans lequel on vient visser simplement des tubes. On peut en mettre un seul. On peut même en ajouter plus qu'un. Et pour terminer l'assemblage, on fixe à l'autre extrémité une baïonnette femelle qui recevra éventuellement un objectif. Ce genre de tube à longe n'a aucune communication quelconque avec l'appareil photo. Le seul usage qu'on peut en faire, c'est simplement de le monter sur l'appareil. Pour pouvoir ensuite monter un objectif à l'autre extrémité. Donc ce genre de tube ne coûte pas cher, mais est quand même limité dans les possibilités qu'on peut faire avec. L'inconvénient des tubes à longe qu'on vient de voir, c'est qu'il n'y a aucun contrôle entre l'appareil et l'objectif. Donc, quand on vient pour faire la mise au point, on doit ouvrir manuellement le diaphragme pour faire la mise au point. C'est plus facile quand la profondeur de champ est plus faible. Et quand on vient pour faire la prise de vue, bien, il faut refermer le diaphragme à la prise de vue de façon à avoir la bonne exposition.
Donc, c'est des tubes qui ne sont pas tellement pratiques, mis à part le fait qu'ils sont très économiques. Pour avoir un peu plus de facilité, certains tubes sont disponibles, ils sont purement mécaniques. Ces tubes ont l'avantage, c'est qu'il y a un système de couplage mécanique qui permet ici de venir fermer l'ouverture de diaphragme. Donc ces tubes, on peut les monter exactement de la même façon, sauf qu'on n'a pas à les visser. Ils ont tous une baïonnette mâle et femelle d'intégrer dedans. Donc il s'agit de simplement monter le tube. On peut les empiler au besoin. On peut en mettre un, deux. Éventuellement, les jeux viennent en 3 morceaux habituellement. Il n'y a rien qui empêcherait de mettre 2 jeux complets, donc en avoir 6 morceaux. Donc on peut à ce moment-là monter le tube à longe sur l'objectif directement. Et après, on peut monter l'objectif sur l'appareil. Ce genre de tube permet, lui, de contrôler le diaphragme. Donc on peut le mettre à l'ouverture désirée. Mais même s'il est à l'ouverture désirée, il est grand ouvert dans le moment, ce qui permet une bonne visibilité dans le viseur, une bonne luminosité. Et au moment de la prise de vue, quand on déclenche, le mécanisme de l'appareil vient fermer l'ouverture du diaphragme. Depuis plusieurs années, les appareils ont évolué. Aujourd'hui, les appareils sont de plus en plus électroniques, à savoir que pour faire la mise au point, l'appareil peut communiquer avec l'objectif en lui donnant les instructions nécessaires pour ajuster l'autofocus. Bien qu'on s'en serve un peu moins en macrophotographie, ça reste disponible. Il y a aussi le contrôle automatique du diaphragme qui est fait à partir de l'appareil. Auparavant, l'ouverture du diaphragme se faisait de façon mécanique. Donc, on tournait la bague qu'il y a sur l'objectif. Aujourd'hui, on n'a plus cette possibilité-là parce que c'est l'appareil lui-même qui communique avec l'objectif et qui lui dit à quelle ouverture fermer ou ouvrir. Ceci se fait par l'intermédiaire de contacts électriques que l'on retrouve sur les objectifs ainsi qu'à l'intérieur du boîtier. Donc pour ces appareils, aujourd'hui, on a des bagues à longe qui viennent aussi en kit de plusieurs bagues si on veut. Donc on a des bagues à longe qui comportent aussi des contacts électriques. Donc, ça permet à ce moment-là de transmettre les informations de l'appareil vers l'objectif pour régler soit l'autofocus, soit l'ouverture du diaphragme. Ils sont aussi simples à utiliser que les bagues précédentes. Il s'agit simplement de monter l'objectif, la bague à longe sur le boîtier. On pourrait en mettre plus qu'une si l'on voulait. Et puis, ensuite, on monte l'objectif directement sur la bague à longe. Maintenant, grâce au contact électrique qu'il y a dans la bague, il est possible à l'appareil de communiquer avec l'objectif comme il le faisait sans aucune bague. Comme je l'ai mentionné précédemment, certains objectifs ont une course très limitée. Par exemple, ce 28 mm que j'ai parlé plus tôt a une course de 4,3 mm entre la position infinie et la position minimum focus. Si j'utilise les bagues, par exemple, les bagues à longe, ma bague la plus mince est de 8 mm, alors que la course n'est que de 4 mm. Donc, ceci peut provoquer ce qu'on appelle des trous dans la plage des grandissements. C'est-à-dire que, même avec des bagues à longe et avec, par exemple, cet objectif-ci, il y aura des zones de grandissement que je ne pourrai pas faire à cause de la limitation des 4 mm versus les 8 mm de la bague la plus mince. Donc, pour éviter ça, il s'agit simplement de choisir des objectifs qui auront, par exemple, une course plus longue. Et puis, par exemple, avec un 50 mm, dont la course, elle est de 7,7 mm. Donc, 7,7 mm versus 8 mm, ça laisse très peu de place pour avoir des trous et ainsi avoir un grandissement qui est plus continu. Et encore mieux, si vous utilisez des objectifs du genre du Micro Nikkor, 55 mm. Celui-ci a une course de 27 mm. Donc, avec une course de 27 mm, peu importe les bagues qu'on utilise, il est toujours possible d'avoir un grandissement continu en associant la bonne bague et le bon objectif. J'aimerais vous parler d'un dernier type de bague à longe qui existe, mais qui est quand même assez rare. Ce sont les bagues à longe à longueur variable. Ces bagues à longe ont la capacité, contrairement aux autres bagues à longe qui ont une longueur fixe,
ils ont la capacité de changer leur longueur. Donc, il s'agit simplement, soit par un mouvement de va-et-vient, c'est-à-dire de tirer sur l'objectif, on peut l'allonger. En poussant dessus, on peut le rapetisser. Il existe aussi des objectifs qui, au lieu d'être déplacés par glissement, seront déplacés par rotation. Donc, ils ont une très longue bague hélicoïdale qui leur permettent de changer le grandissement. Donc, ce bague à longe offre des avantages. Par exemple, c'est qu'ils sont légers, compacts, comparativement à un soufflet qui est assez encombrant. Et ils offrent quand même la capacité du soufflet, c'est-à-dire d'avoir une longueur qui est variable. Maintenant, voyons un peu quels sont les avantages et les inconvénients des tubes à longe, disons, par rapport au soufflet. Par rapport au soufflet, disons qu'ils ont l'avantage d'être légers. C'est rien de très très lourd. Ça se traîne bien dans un sac. C'est peu encombrant. Comme on a vu tout à l'heure, c'est quand même très facile à installer sur l'appareil photo. Donc, c'est comme monter une lentille sur un appareil photo. Il s'agit de la cliquer, de la tourner et c'est adapté. Donc, c'est facile à manipuler. Et aussi, ils ne réduisent pas la qualité de votre objectif. Comme ce sont des tubes vides, qui n'ont aucune lentille à l'intérieur, il n'y a rien qui peut dégrader la qualité originale de votre objectif. Donc, c'est un peu les avantages qu'on retrouve des tubes à longe. Ils ont aussi des inconvénients. Comme on l'a vu plus tôt, le fait d'éloigner la lentille ou l'objectif du capteur a pour effet d'agrandir l'image et par conséquent de réduire la luminosité sur le capteur. Donc, on retrouve avec les tubes à longe, tout comme on va l'avoir avec les soufflets, une perte de luminosité quand on les utilise. Plus il y en aura, plus on aura d'extension, plus la perte de luminosité sera importante. L'autre problème qu'on trouve souvent aussi, c'est que, bon, on a vu que pour monter l'objectif, le tube à longe entre l'objectif, je dois démonter l'objectif, monter le tube à longe, remonter l'objectif, et quand on les démonte, c'est la même chose. Démonte l'objectif, démonte le tube à longe, remonte l'objectif. C'est des manipulations qui exposent l'intérieur de la caméra aux poussières environnantes. C'est sûr qu'à l'intérieur, s'il y a peu de poussière, les risques sont diminués, mais à l'extérieur, dès qu'il y aura le moindre petit vent ou quoi que ce soit, ça peut éventuellement occasionner l'entrée de poussière dans votre appareil photo, poussière qui pourra se déposer sur le capteur et éventuellement, bon, apparaître dans vos photos. Donc, c'est un des inconvénients, c'est que la poussière peut pénétrer à l'intérieur. De plus, comme on vient de le voir, l'utilisation de bagues à longe, si on n'a pas la bonne combinaison de bagues à longe et d'objectifs, on peut créer dans la table des agrandissements, des grandissements, on peut créer des trous. Donc, si on a les bons objectifs, les bonnes bagues, il n'y en aura pas de trous dans la table des grandissements. Par contre, si on est limité dans le choix des objectifs et des bagues, il peut y avoir éventuellement des trous où les grandissements ne seront pas possibles. Les soufflets macro sont des mécanismes qui ont la même fonction qu'une bague à longe, c'est-à-dire augmenter l'espace entre un appareil photo et un objectif. Donc, en augmentant l'espace, on peut obtenir plus de grandissement et ainsi faire de la macrophotographie. Les soufflets viennent sous différentes formes. Celui-ci a deux rails, c'est-à-dire un rail en haut qui permet l'ajustement de la longueur du soufflet pour contrôler le grandissement de l'image. Et un deuxième rail en bas qui lui permet de déplacer le soufflet dans l'avant ou en arrière afin de faire la mise au point. Certains soufflets plus économiques n'auront pas le rail du bas. À ce moment-là, vous devez acheter un rail comme je vous ai montré précédemment. Sinon, celui-ci a les deux rails d'intégrer. Donc, un qui sert à contrôler le grandissement et un qui sert à contrôler la mise au point. Donc, pour monter un appareil photo sur le rail, c'est très simple. On amène la platine arrière à l'arrière du rail. On prend l'appareil photo et on l'attache. Aussi simple que ça. Et pour attacher l'objectif, on vient simplement à l'avant où il y a une baïonnette femelle qui peut recevoir un objectif et on l'attache en avant.
Et là, maintenant, nous avons un appareil dont le grandissement variable est disponible. Vous comprendrez que tel appareil ne se manipule pas aisément à main levée. Il est toujours préférable de travailler avec un appareil comme ça sur un trépied ou dans un support quelconque. Certains soufflets, comme le modèle Olympus que j'ai ici, ou bien les nouveaux modèles de Nikon qui ont été les derniers sortis, le modèle PB6 de Nikon a un système similaire à Olympus dans lequel on peut contrôler l'ouverture du diaphragme à partir d'un déclencheur souple double. La fonction d'un tel déclencheur est dans un premier temps, on peut le visser sur le soufflet et l'autre extrémité est vissée dans l'appareil photo. Lorsqu'on pèse sur le déclencheur double, le début de la pression sert à pousser un levier dans le soufflet qui va faire fermer le diaphragme à l'ouverture demandée. Et la fin de la pression vient à ce moment-là activer le déclencheur de l'appareil photo. Donc, c'est un mouvement qui se fait très bien, très simple. Il s'agit simplement de peser en continu, fermeture du diaphragme, déclic de la photo, et on relâche. Donc, ces soufflets-là, comme l'Olympus ou le modèle Nikon, peut être articulé par le déclencheur double ou par un contrôle à sa base ici. Donc, c'est les deux façons de contrôler le diaphragme. L'avantage que ça offre, c'est que ça permet à ce moment-là de faire la mise au point à la pleine ouverture où on a la meilleure luminosité et la profondeur de champ le plus faible. Donc, ça permet une mise au point qui est précise. Et au moment de la prise de vue, la fermeture du diaphragme permet à ce moment-là de gagner en profondeur de champ. Sur les anciens modèles de Nikon, comme il n'y avait pas ce mécanisme intégré, il était possible, avec une bague spécialisée, comme la PB4, d'obtenir une fonction similaire. Donc, on met la bague PB4, ce qui donne un petit peu d'extension, et ensuite on monte l'objectif. Et après, ce qu'on peut faire, c'est simplement venir visser le déclencheur double dans la bague. Et à ce moment-là, ce vieux modèle de soufflet Nikon travaille de la même façon que les nouveaux modèles de Nikon ou de Olympus. Les objectifs conventionnels pour la photographie qui sont utilisés en macrophotographie sont normalement conçus pour avoir une longue distance devant l'objectif et une courte distance derrière l'objectif. Quand on utilise des soufflets, souvent, la distance entre l'appareil et l'objectif est souvent plus grande que la distance entre l'objectif et le sujet. À ce moment-là, on ne travaille pas nécessairement dans les meilleures conditions optimales de cet objectif. Et pour améliorer la qualité, il est souvent recommandé d'inverser l'objectif, c'est-à-dire le retourner de bord, afin qu'on retombe dans des conditions normales, c'est-à-dire courte distance du côté sujet et longue distance du côté capteur. Pour ce faire, certains modèles comme le Nikon PB6, le nouveau Nikon PB6 ou le modèle Olympus, consistent simplement à détacher le soufflet de la platine avant, de prendre la platine avant et de la retourner inversée. Ensuite, on réattache le soufflet à l'objectif et on a notre lentille inversée dans des conditions idéales qui sont courte distance à l'avant de l'objectif et longue distance à l'arrière. Sur le modèle, nouveau modèle de Nikon PB6, la fonction est similaire à celle de l'Olympus. Sur l'ancien modèle que j'ai ici, il n'était pas possible de retourner la platine à l'avant, étant donné la façon que le mécanisme est fait. Et à ce moment-là, ce que Nikon a fait, c'est simplement qu'il a mis au point ce qu'on appelle une bague d'inversion. Donc, c'est une bague que l'on vient visser à l'avant dans le filet des filtres. On vient visser la bague à l'avant de l'objectif.
fois que celle-ci est bien vissée, on vient l'attacher au soufflet. Et l'objectif est en position inversée. Vous remarquerez que j'ai aussi la bague BR4 qui reste à l'arrière, qui me permet toujours de contrôler le mécanisme d'ouverture du diaphragme. Donc, deux façons, soit que l'on utilise un soufflet prévu à cette fin, qui permet de retourner la platine pour inverser l'objectif, ou soit qu'on utilise une bague d'inversion qui se monte sur un soufflet standard. Une autre fonction que l'on retrouve aussi parfois sur certains soufflets, mais c'est très rare. Sur cet ancien modèle de Nikon, il y avait une possibilité, avec les objectifs conçus pour celui-ci, et aussi certains autres objectifs, il y avait possibilité de faire les mouvements que l'on retrouve sur les grosses caméras professionnelles, celles où le photographe se met un drap sur la tête. Là. Vous avez déjà remarqué qu'il était souvent, ces photographes-là aussi pivotaient l'objectif avant ou le glissaient la gauche ou la droite. Le soufflet Nikon que j'ai ici a cette capacité, c'est-à-dire que je peux, en débloquant des mécanismes, pivoter la lentille dans des directions différentes. Donc, on appelle ça un mouvement de... En anglais, on dit tilt. OK? Et je peux aussi, en débloquant le bouton, permettre un glissement de côté gauche ou droite. Donc, je peux glisser l'objectif à gauche et à droite et je peux aussi pivoter l'objectif. Je vais le débarrer. Pivoter mon objectif dans les directions. C'est des mouvements bien particuliers qui sont utilisés dans un type de photo assez spécial. Je dirais qu'à 99,9% du temps, on n'utilise pas cette fonction. Mais je voulais simplement vous mentionner que ça existait sur certains modèles. Et une dernière chose que je voudrais vous parler, c'est la possibilité d'adapter différentes marques. Ici, moi, j'avais acheté le soufflet Nikon il y a très longtemps. Et plus tard, j'ai découvert le soufflet Olympus qui me plaisait beaucoup pour une raison simple, c'est que Olympus a des objectifs vraiment conçus pour les soufflets. Des objectifs qui permettent des grossissements assez extrêmes. Donc, à cause des objectifs disponibles chez Olympus, j'ai acheté le soufflet et les objectifs. Et pour pouvoir l'utiliser sur Nikon, j'ai tout simplement trouvé une bague. En fait, c'est une bague que je me suis fabriquée en adaptant ce qu'on appelle en anglais un T-adapter Nikon avec un flange adapter Olympus. Les deux se vissent l'un dans l'autre. Et à ce moment-là, ça me permet de monter un appareil Nikon à l'arrière avec un mécanisme à l'avant de Olympus. Quels sont les avantages et quels sont les inconvénients du soufflet? Du point de vue avantage, le soufflet permet un grandissement continu, donc il n'y a pas de trou dans la plage de grandissement. Il permet des grandissements continus entre la valeur minimale qui est généralement aux environs de 40 mm jusqu'à la valeur maximale qui se situe généralement aux environs de 200 mm. Donc, l'avantage du soufflet, contrairement aux bagues à longe, c'est que le grandissement, il est continu entre 40 et 200 mm. Un autre avantage, c'est que, compte tenu le très grand allongement du soufflet, on peut voir que c'est de loin supérieur à la longueur que les bagues à longe peuvent nous donner. Bien sûr, je pourrais mettre d'autres bagues de plus en plus longues, mais le soufflet permet au moins de conserver l'allongement continu. Et finalement, il y a aussi l'interchangeabilité entre les marques. Comme on l'a vu tout à l'heure, je suis capable de monter mon appareil Nikon sur un soufflet Olympus par l'intermédiaire de bagues adaptatrices qui me permettraient à ce moment-là de le monter sur l'appareil. Donc, c'est un avantage qu'a les soufflets. Il y a les inconvénients aussi. L'inconvénient, bien, comme vous pouvez le voir, c'est un objet qui est quand même assez encombrant. C'est un objet qui est aussi assez lourd.
pas évident de travailler à main levée avec un appareil comme ça. Donc, généralement, il faut travailler avec un trépied. Tout comme les bagues à longe, quand on monte et qu'on démonte les objectifs ou l'appareil du soufflet, excusez-moi, il y a possibilité qu'il rentre de la poussière à l'intérieur du boîtier et conséquemment, cette poussière peut se déposer sur votre capteur et affecter vos photos. Et il faut être aussi conscient d'une chose, c'est que quand j'allonge ou que je rétrécis le soufflet, l'air à l'intérieur, elle vient de quelque part, puis elle vient de l'extérieur. Donc, il y a possiblement des infiltrations d'air ou de poussière qui se font quelque part autour des baïonnettes, autour des objectifs, autour des joints. Donc, il y a de la poussière aussi qui pourrait rentrer avec le mouvement du soufflet. Donc, c'est un inconvénient qu'on a par rapport peut-être à d'autres systèmes où c'est mieux scellé, mieux isolé de l'environnement extérieur. Quel genre de photo est-ce qu'on peut faire avec des tubes à longe ou avec un soufflet? Bien, voici quelques exemples avant que je fasse ma conclusion. En conclusion, les tubes à longe et les soufflets macro nous permettent d'obtenir de très forts grandissements sans compromettre la qualité de l'objectif original. De plus, ils sont souvent moins dispendieux, moins chers que les objectifs macro dédiés tels que le 105 micro Nikkor ou que le 180 macro Sigma. On peut, sur ces accessoires, monter divers objectifs, que ce soit grand angle, normal ou téléphoto, de la même marque ou de marques différentes. Finalement, on peut même utiliser, si l'on veut, des objectifs d'agrandisseur qui sont considérés comme d'excellents objectifs macro. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer le bouton j'aime sous la vidéo. Par la même occasion, si vous n'êtes pas déjà inscrit à ma chaîne, abonnez-vous. Si vous avez des amis photographes qui aiment la macrophotographie ou la proxy-photographie, parlez-leur de ma chaîne. De cette façon, plus mon auditoire sera grand, plus je serai motivé à produire d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir visionné ma vidéo. D'ici la prochaine vidéo, bonne photographie à tous.